Salut à tous, je vous propose ici d'avancer dans cette partie. On est en 5e saison avec les Mavericks et en ère Steph Curry. Donc c'est une partie qui a démarré en 2016 et je l'aime bien cette partie parce que elle offre des tas d'avantages. Alors pas seulement celui d'être très très bien classé, hein, c'est un peu secondaire, plutôt celui d'être finalement de regorger de stars, d'être on va dire, dans une distribution des très très bons joueurs que je trouve assez intéressante. On sort d'une très très bonne saison et puis on est encore dans une saison très intéressante autour de Luka Doncic, qui est notre véritable leader, même si même s'il n'est pas le mieux classé en termes d'overall. Le meilleur joueur sur le papier, c'est Jason Tatum, qui a été drafté une année plus tôt. Jason Tatum, que j'essaye, mais c'est difficile, de favoriser afin qu'il puisse enfin accéder peut-être à un rang de All-Star en cette saison, 5e année, ou bien même à un rang de All-NBA First Team peut-être, ou plus certainement de MVP. Voilà, c'est ça que je vise vraiment avec lui. Il a un supporting cast qui est très intéressant avec Isaac Adebayo, Malik Monk qui démarre, et puis pour compléter, Derrick Rose en sortie de banc, également Chris Boucher. Voilà, il y a toujours les mêmes hommes. Vous le savez, j'en ai déjà parlé pas mal dans les épisodes précédents. Et puis il joue un rôle majeur. Hein. Avoir de très bons role players qui sortent du banc, c'est toujours la recette en NBA. Et puis voilà, je parlais de stars, de superstars qui sont un petit peu partout. Il y a comme ça cette association de bienfaiteurs du côté d'OKC qui est Russ West avec Bradley Beal. Et puis il y a comme ça un certain Domantas Sabonis qui commence quand même à peser de plus en plus lourd dans la raquette. Donc ça apparaît toujours comme étant un match très intéressant, hein, quand on se retrouve face à eux. Et même si on se retrouve avec une tellement forte défense qu'on arrive à contenir Russell Westbrook, même si Bradley Beal au début de match avait été pas mal, on force Russ West à prendre de mauvais shoots, à utiliser des positions plus qu'aléatoires, et puis en fin de possession comme ça, voilà, à forcer, toujours forcer, forcer. C'est la marque de fabrique de mes Mavericks, c'est en fait la défense, hein, c'est là où je voulais en venir, cette défense qui est tellement impressionnante, même si parfois elle peut apparaître comme friable, mais non, non, non. On est très fort dedans. Et puis après, il y a toujours la grâce de Jason Tatum pour venir terminer les actions quand ça n'est pas Luka Doncic. Sur ce match, Russ West a passé une très très mauvaise soirée. C'est le cas de beaucoup de ceux qui nous affrontent, qui passent comme ça de très mauvais moments. Victor Oladipo peut aussi en parler. Et donc, ainsi, on passe cette étape pour passer à 35 victoires et 6 défaites. Le All-Star Game se rapproche, ce qui veut dire que dans environ 3 semaines et demie, il va y avoir le choix des All-Stars qui va être effectué par le jeu. Et puis, il y a également la trade deadline qui se rapproche. On est aussi environ à 3-4 semaines de la trade deadline. Il y a un joueur qui n'est pas content actuellement, c'est Giannis Antetokounmpo. Je joue contre les Bucks, donc, avec mes Mavericks, et pour prendre un petit peu la température, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas dans cette équipe. Pourtant il y a un excellent Lonzo Ball à 88 d'overall, on a également un très bon Middleton, on a honnêtement Brook Lopez qui fait le boulot, qui est pas mal, donc non, ils ont plutôt des bonnes circonstances, hein. Aïe aïe aïe, vous avez vu, blessure de Jason Tatum ici. Il va devoir nous quitter. Il s'est blessé. On va voir pour combien de temps. C'est, je dirais que, hormis le fait que c'est toujours dommage d'avoir une blessure, mais c'est toujours sympa d'avoir des blessures en match, parce que honnêtement, c'est réaliste. Et merci Tatum de t'être blessé. Non, il reviendra, regardez, il reviendra un peu plus tard dans le match, voilà. Et il va même tellement bien revenir que c'est lui qui, avec le concours aussi des mecs qui sortent du banc là en début de 4e quart, j'en ai déjà parlé, va s'occuper
tout particulièrement de clore ce match. Pour le coup, on était un peu en difficulté, et là, sur le chick-chack, il a fait la chanson à Giannis Antetokounmpo pour ses 2 premiers points. Vous allez voir, c'est pas terminé, ça va être un véritable festival de Tatum en cette fin de match. 3 points, après une interception de Luka Doncic, et toujours notre défense. J'ai cette arme anti-Yanis que constitue John Isaac. C'est dans cette partie, on a la meilleure version de ce que peut être John Isaac après avoir été drafté. Et honnêtement, je crois que c'était quoi, 2017, non, un truc du genre. Et puis j'ai commis une erreur. Doncic c'est 2018 et Tatum c'est 2017 comme Adebayo et Isaac, puisqu'on les avait pris tous les 3 à ce moment-là. Donc énorme fin de match de JT, qui aura été ultra dominateur, même blessé en 4e quart-temps, et malheureusement pour eux, les Bucks n'auront pas vraiment souffert la comparaison avec ces Mavericks. Donc, on a compris, notre équipe, elle est dominante, elle est très forte, tout ça. Je vais plus en parler, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est aussi le contexte global de la ligue et les équilibres. Alors, on va toujours cette défense qui est absolument incroyable, et Isaac, la fameuse arme anti-Yanis que j'évoquais juste avant. Le contexte de cette partie me plaît parce que il y a énormément de stars qui ont évolué, certains à leur vrai niveau, à ce qu'aurait dû être leur niveau probablement, d'autres qui sont vraiment là où ils doivent être. On pense à Westbrook, Harden, LeBron, etc. Ils sont tous là, Giannis. Et puis après, voilà, il y a des joueurs comme ça qui ont beaucoup progressé. Il y a aussi pas mal d'incertitudes sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer à l'été 2021 ? Est-ce qu'on va être capable de garder tout le monde ? Est-ce qu'on va pas avoir une forme de mécontentement qui pourrait arriver ? Je l'espère pas, mais je le sens venir. Et puis regardez aussi le plaisir, voilà, d'aller affronter Carmelo Anthony. Mais moi j'adorais Carmelo Anthony, j'étais pas un fan, mais je regardais de près et je trouvais que le mec était quand même assez spectaculaire, il avait quelque chose, c'était une personnalité, c'était assez intéressant. Il y a le jeune Donovan Mitchell qui est aussi, hop là, capable d'aller dunker dans la raquette des Mavs. Lui aussi a été drafté il y a quelques années, il va démarrer un nouveau contrat à partir de l'été 2021. Également Porzingis, toujours intéressant de voir... J'adorais, moi je suis nostalgique de l'époque de Porzingis avec le maillot des Knicks. Je trouvais ça vraiment énorme. Bon, Joakim Noah, un peu moins, je vous l'avoue volontiers. Et puis voilà, donc toujours la même histoire. On essaie de jouer à des moments un peu pour Tatum, pour lui booster un petit peu ses stats, soit de points marqués. J'ai remarqué, une tendance du jeu intéressante. Dans cette ère Curry, le Jason Tatum qui est le nôtre ne fait pas beaucoup de passes décisives. C'est dommage. Et je pense que ça lui manque statistiquement pour pouvoir prétendre aux distinctions individuelles comme le MVP que j'évoquais un peu avant. Donc c'est dommage parce que autant Luka est complet et peut objectivement en viser un 2e de rang de titre MVP, autant pour Tatum c'est compliqué parce que il y a les points, il y a les rebonds à la limite, mais il n'y a pas les passes. Et donc j'essaie de lui faire des passes autant que faire se peut, disons, quand je joue les matchs, mais c'est pas toujours facile. Attention, Vosges bombe, même s'il est à la retraite, Antetokounmpo a bougé. Giannis Antetokounmpo est allé à Miami constituer un fabuleux duo avec Kyrie Irving, et pour essayer d'aller battre les Sixers qui sont la place forte de l'Est. Est-ce que ça va fonctionner ? Attention, parce que les Boston Celtics sont pas mal non plus. Ils sont 2e actuellement, Boston. Miami doit pouvoir arriver à aller gratter une place. Mais ce sera pas facile non plus, parce que, vous voyez, c'est très embouteillé devant. On va dire que de la place 2 à la place 5, le rôle de dauphin des Sixers, qui s'éclate, à l'image de ce alley-oop entre Shai et Ben Simmons.
les places 2 à 5 sont absolument pas décidées, et ça va être encore très très serré. J'espère pour Miami qu'ils vont réussir à remonter un petit peu, mais en tout cas, ça va se jouer entre les 5 premiers pour ce qui est d'une place en finale NBA. À ce stade, très sincèrement, je peux même pas dire que les Sixers sont favoris pour y aller, parce que les 4 autres peuvent vraiment les taper. Donc très grosse incertitude à l'Est, ça me fait plaisir. Et puis, on a les Bulls aussi qui montrent le bout de leur nez dans le sillage du jeune Darius Garland, et toujours avec le soutien de Jimmy Butler, mais avec ici une petite alerte pour une probable Vosges bombe dans l'épisode, car Bobby Portis, que vous voyez ici à l'image, ce fabuleux combattant, drafté par les Bulls, et qui est toujours à ce moment-là, est mécontent, et peut-être que quelque chose va devoir intervenir. Par exemple, un trade avant la semaine qui suit, là. Ouais, il va se passer un truc. On sent venir que Bobby Portis va changer de maillot, et peut-être avec lui un effet domino pour voir qui est-ce que les Bulls vont prendre, je dirais en contrepartie ou avec une petite modification de structure de l'effectif. On verra bien. Pas de spoil. Nous, on continue un petit peu à avancer sur notre chemin au moment où, attention, les All-Stars sont publiés. Alors, là, c'est déjà un premier drama pour nous, car ne cherchez pas Jason Tatum, ni même Adebayo, ni rien. Ne le cherchez pas, Tatum n'est pas All-Star. Donc ça fait mal. Les équipes ont été constituées par les 2 capitaines qui étaient Russ West et Giannis. Mais donc c'est pour ça que c'est mélangé Est-Ouest. Mais il n'y a pas Tatum, quoi. Donc voilà. Ça fait très très mal, je l'avoue. Et ça pose peut-être des questions. Ça va peut-être même nous attirer des problèmes avec Tatum. Parce que si sa carrière est entravée à l'Ouest, il se peut qu'il veuille rejoindre l'Est. Attention, trade deadline, encore la Vosges bombe, vous l'aviez pressenti. Portis va bouger du côté des Bulls, et le trade va ramener Zach LaVine, une force offensive, dans un échange qui est, à mon avis, gagnant. Donc vraiment intéressant ce trade. On espère que ça va déboucher sur du positif vraiment pour les 3 équipes, mais j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Cela peut même faire franchir un palier aux Bulls et concurrencer, qui sait, les Sixers à l'Est. Portland, franchement, avait besoin de quelqu'un comme Bobby Portis, et puis McCollum peut venir très très bien s'insérer dans le système des Timberwolves. Il y aura eu un certain nombre de trades pendant cette période qui précède la trade deadline du 4 février 2021, là. Et puis, notamment, alors je vous en montre un petit aperçu. Il y aura eu, par exemple, Oladipo qui quitte le Thunder, qui récupère en échange Otto Porter, très bonne pioche. Et puis, le Thunder aussi, qui bouge, en envoyant Robertson du côté de Utah, et en récupérant Dario Saric. Il y avait aussi un manque au poste 4. C'est pas facile d'exister pour certaines équipes dans cette conférence Est. Et puis il y a aussi quelques stars ou All-Stars, on va dire, comme Asia Thomas qui bouge, qui quitte une équipe qui perd pour une équipe qui va peut-être renaître. Harrison Barnes est envoyé du côté d'Orlando. Et par contre, voilà, c'est Gordon Hayward à 87 d'overall qui rejoint les Nuggets. Et puis, autre star vieillissante, mais quand même, All-Star même, c'est Kevin Love qui rejoint un peut-être contender à venir à l'Est, c'est les Atlanta Hawks. Tiens, une petite défaite pour nous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas perdu un match. On perd contre ces Kings, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Une équipe assez surprenante, mais toujours solide et dangereuse, même que ce soit en simulation ou même si on les joue, attention. C'est pas facile. Voilà, après on va avoir le All-Star Break, en tout cas pour tous ceux qui n'y vont pas, au All-Star Game. Et puis c'est l'occasion de faire un petit point comme ça, à presque 60 matchs joués, en tout cas, voilà, bientôt. On est avec une situation à l'Ouest où les Lakers semblent promis
à la 2e place, quoique Sacramento, qui sait, peut revenir. Puis après, il y a une énorme lutte pour la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e place. Bon, après, pour Houston, ça va être compliqué. Utah également. Portland, ça va être compliqué. Thunder aura du mal à se relever quand même de ce mauvais départ. Et puis, les Clippers, à mon avis, seront meilleurs avec le temps. Mais ça prendra le temps de voir notamment Zion Williamson se développer. Ensuite, ici, après le All-Star Game, on va aller côtoyer d'un peu plus près Zach LaVine et donc ce nouveau collectif des Bulls. Écoutez, j'ai joué le match, ça reste quand même meilleur que ce que ça n'était juste avant, les Bulls. Donc ils peuvent réellement ambitionner le top 4. En revanche, défensivement, on leur a fait suffisamment mal pour empêcher, hélas pour eux, Zach LaVine et Jimmy Butler de pouvoir s'exprimer, totalement, comme par exemple une équipe comme les Grizzlies n'est pas capable de faire défensivement face à eux, quoi. Donc ça reste quand même notre force principale, la défense à cette équipe. La défense plus les exploits ponctuels de Tatum, Doncic, voire d'autres. On teste aussi évidemment la petite rencontre avec McCollum, nouvellement arrivé aux Timberwolves. Très beau bilan au passage pour les Timberwolves, donc ça peut peut-être être une upgrade pour eux, je pense. En tout cas, McCollum à la place de LaVine. Il a fait un bon match, CJ McCollum. Après, on se heurte toujours quand même au même problème pour l'adversaire, pour ce type d'adversaire en tout cas. À savoir que si on commence à jouer défensivement très très dur et qu'on a la chance d'avoir de la réussite avec par exemple Jason Tatum qui prend le match à son compte, comme ça a été le cas sur ce match-là, difficile de nous répliquer. Pour autant, je ne suis pas super confiant quant à la victoire finale du titre cette saison-là. Regardez, Doncic toujours en très bonne position pour être MVP. Tatum toujours pas dans les, on va dire, 5 favoris. Donc c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'avec les bilans qui vont évoluer, on va encore avoir une chance pour Jason Tatum qui réalise vraiment une super saison. J'essaierai de montrer un petit peu plus loin l'évolution statistique de Tatum au fil des saisons, et il y a vraiment de quoi être satisfait de lui et trouver que c'est une belle évolution. Dans la foulée, les Suns capitulent après une très très courte entrée consécutive à un simcast. On bat les Spurs en simulation. Très bien. Puis après, on rencontre cette équipe des Grizzlies que je regarde tout particulièrement. C'est comme les Kings, une équipe qui ne paye pas forcément de mine, mais en vérité, elle est très dangereuse, avec De'Aaron Fox, avec KCP, avec Barnes pour aider Knox au poste 3, et puis ce drôle de mutant qui est Franklin. Puis il y a quand même aussi Valanciunas au poste de pivot. Donc jolie équipe avec quelques remplaçants sympathiques. Le malheur pour eux, évidemment, sur ce match-là, c'est qu'ils tombent à nouveau sur un énorme Jason Tatum qui, vous voyez, sur les 3 tirs que je vous ai sélectionnés, 3 actions qui terminent par un shoot à 3 points victorieux de Tatum, ont eu du mal quand même à rivaliser avec cette adresse-là. Puis toujours le verrou défensif, toujours pareil. Si Valanciunas et Fox s'en sont bien sortis, il n'en est pas on ne peut pas en dire la même de tous les autres. Donc bon, très bien. On entérine. On a une espèce de martingale là, avec la raquette Adebayo Isaac, et ça semble continuer à payer. Simulation ensuite face aux Nets qui sont en train de se reconstruire partiellement. Ils ne sont pas encore très très performants. Ensuite on bat les Warriors qui sont, je dirais, pas mal du tout. Il y a encore Kevin Durant, mais bon, ça ne suffit pas. Et se présente à nous le Miami Heat. Donc, c'est occasion ou jamais de tester. Il y a une double confrontation en environ 5 jours contre cette équipe-là, qui est en train de se positionner, et globalement, elle est top 3 de l'Est. Et que peut-on faire face à ce duo Kyrie Irving, Giannis? Pas évident quand même, parce que honnêtement, la puissance de Giannis, oui, on a Isaac pour la contrer, mais
Faut quand même faire attention. On peut se faire surprendre dans la raquette. Bamba, je suis pas loin de penser que c'est légèrement plus fort qu'Adebayo à ce stade de la partie, puisque Bamba est dans sa version la plus évoluée qui soit, sans blessure ni rien. Après, notre grande force, c'est d'empêcher les équipes adverses d'aller prendre du shoot externe. Alors, du coup, parfois, on concède un peu dans la raquette quelques paniers, mais au moins, on évite de prendre trop cher en tir à 3 points notamment. Le premier quart-temps était très serré. Regardez, on se fait contester certaines actions. Ici, c'était Tatum qui a quand même été empêché de dunker. Derrière, hop, on tente à 3 points. Ça dévisse. Donc voilà, on est quand même en proie à des difficultés face à cette équipe. Ça fait quand même plaisir, joli pour Justice Winslow ici. À 3 points en toute fin de possession. Ici, j'ai une vilaine match-up Giannis contre Luka Doncic. Je viens aider, mais du coup, sublime passe et non moins sublime dunk de Mo Bamba. Donc, on n'est pas au mieux à ce stade-là. Le match est mal engagé. Vous voyez, à ce stade, on est mené de 4 points à la mi-temps. Et puis surtout, on a une adresse dégoûtante. Ça fonctionne pas. Le tir à 3 points ne fonctionne pas. On dirait chez eux non plus, mais au moins ils ont la lucidité d'en prendre un volume plus faible. Puis en plus, Kyrie Irving en troisième quart-temps sort tout son arsenal pour maintenir l'écart. Pourtant, D-Rose fait un bon travail défensif sur lui, mais c'est pas évident. Regardez la passe. Là, on croit qu'il va shooter, mais il va faire une magnifique passe sur Mo Bamba à 0 degré. Donc, c'est un récital de Kyrie à ce moment-là. Puis, on arrive heureusement en fin de troisième quart-temps à recoller léger, mais on rate des choses faciles. On est vraiment embêté. Derrière, en contre-attaque, Giannis se régale. Donc, un ballon perdu, c'est une passe décisive pour cette équipe de Miami. Heureusement, en fin de quart-temps, avec une défense un petit peu resserrée, on a réussi à voler un ballon. On revient à 1 point sur cette jolie action conclue par Adebayo. Derrière, hop, le petit pull-up à 2 points pour nous faire passer devant en début de quatrième quart-temps. Ce début de quatrième quart-temps, j'en parle un petit peu souvent, mais parce que c'est vraiment le cas. C'est le moment où, au minimum, on contient l'adversaire, voire même avec notre banc, on arrive à faire des différences. Ici, fin de possession. Une fois que les titulaires sont rentrés, c'est Luka Doncic qui fait très mal ici à Miami dans un match très serré. 3 points, c'est très important. Adebayo est face à son arme ultime, j'ai nommé Isaac, le défenseur ultime face à Adebayo. En tout cas, dans sa version ici la plus aboutie, Kyrie Irving continue à nous faire la chanson, il est intenable, c'est formidable. Et puis, il faut faire très attention. Mo Bamba près du cercle, Adebayo se fait avoir. Bref, vous l'avez compris, on est à -1, il reste 30 secondes. Allez, on ne plaisante pas ici. Balle à Luka, Tatum pour le 3 points. Waouh, incroyable. Incroyable, il nous sort le 3 points qu'il faut au moment où il le faut. Derrière, attention, parce que la Kyrie va-t-il égaliser? Oh là là, c'est dévissé, quelle erreur. Mais quelle erreur, franchement. Quel dommage aussi en même temps. Je pense que ces Mavericks méritaient la prolongation. Et au lieu de ça, en fait, Tatum va planter les lancers de la gagne. Mais c'est passé à un cheveu vraiment de basculer contre nous. J'ai failli connaître ma première défaite manette en main avec cette équipe depuis belle lurette, mais n'empêche que on s'en sort, encore une fois, avec une adresse externe très convenable, avec un relatif partage du rebond, avec des points dans la raquette nettement en notre défaveur. On n'a pas trouvé de solution, c'était une véritable muraille à l'intérieur. En même temps, avec Bamba dans sa version qui n'a jamais subi de blessure ou presque, et qui s'est développé à fond, plus Antetokounmpo, c'est quand même délicat de passer. Et on notera les jolies contributions de Monk, par exemple, le sublime match de Bamba, et quand même une relative inefficacité quand même, parce qu'on a très bien défendu pour Kyrie Irving. Tiens, où en est-on
À ce stade-là, eh bien, on est dans une ligue, en fait, où les Mavs sont la deuxième équipe la plus à droite globalement. On est dans une ligue aussi où, pour ce qui est du shoot à 3 points, l'équipe la plus à droite shoot à 37,5%. Et nous, on shoot à 36,1%. On est quatrième au niveau de l'adresse à 3 points. Donc c'est assez satisfaisant, parce que ouais, je voulais remettre en perspective les pourcentages au shoot que je vous montre à chaque fois à la fin du match. Est-ce que 36%, c'est un bon pourcentage dans cette ligue à ce moment-là? On est en mars 2021. En fait, oui. Donc, remettre un peu en perspective, parce que des fois, on a un peu du mal avec l'évolution de ce jeu et à voir les adresses des joueurs d'aujourd'hui. Et là, 4 ans plus tôt, en fait, c'est déjà pas mal de tourner dans ces pourcentages-là. On continue. Là, maintenant, je me suis décidé, une fois qu'on a terminé la double confrontation avec le Heat, je me suis décidé à vraiment terminer cette saison régulière. Il faut aller chercher le 82e match relativement rapidement. Intéressante confrontation où on bat les Kings. Pourtant, une équipe vraiment redoutable de cette Ouest. Les Kings, ils sont étonnants, avec des joueurs auxquels on ne s'attend pas nécessairement. Vous voyez, ils sont 3e, ils talonnent un petit peu les Lakers. Et les Timberwolves aussi sont à surveiller. Attention, les Grizzlies sont en train de descendre. Par contre, je suis content parce que du côté des Suns, enfin, on réalise une belle saison autour de Devin Booker. Et puis, à ce moment-là, il reste grosso modo une dizaine de matchs, petite dizaine de matchs. Je me dis que j'ai envie de restructurer très très légèrement ma rotation. J'ai envie de tenter quelque chose de différent. Bon, pas non plus dans les grandes lignes, mais je veux notamment voir démarrer Gary Payton II. J'ai compris que le 6e homme de l'année n'échouera pas à Derrick Rose. Il n'aura pas un 3e trophée d'affilée. Donc, puisque c'est ça, autant donner plus de minutes à Payton, un peu moins à D-Rose, qui vieillit, mais qui sera quand même vachement utile en play-off. Et puis, j'ai voulu impliquer symboliquement le vétéran Hibbert et le vétéran également Brandon Jennings, qui sont mes 13e et 14e hommes dans cette équipe. Voilà, donc un petit rôle de starter pour Payton. On verra un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas un enjeu immense, parce qu'on est à peu près certain d'être premier de l'Ouest. Par contre, c'est toujours intéressant de regarder quelques modifications dans la rotation. Monk est un petit peu perdant dans ces changements-là, mais il aura un rôle, et puis voilà, on n'est pas en train de lui dire adieu non plus. Petit test face au 2e de l'Ouest, les Lakers, pour voir si cette association LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul, quand même entouré par de drôles de role-players, comme Wendell Carter à l'intérieur, comme Jrue Holiday, mais pas aussi fort que ce qu'on connaît nous. Jrue Holiday n'a peut-être pas évolué du tout comme on pensait. C'est un joueur aux alentours de 80. Voilà, il y a Jay Crowder, Josh Hart, qui sont par contre vraiment bons. Ils sont vraiment forts, Robert Williams comme backup de Wendell Carter. Bref, on réalise un premier quart-temps où on est globalement à égalité avec cette équipe. Derrière, hop là, il y a Tatum qui s'est décidé à faire le spectacle au Staples Center. Et puis quand Tatum commence à mettre en marche les choses, ça rigole pas. Ici, Cam Reddish, magnifique, à 3 points. Et puis on atteint tout doucement mais sûrement la fin du 3e quart, avec encore de bonnes défenses. Ici, Anthony Davis sort quand même un joli panier face pourtant à Jonathan Isaac. On mène, et c'est presque notre banc qui va clore le match,
puisque T-Ross nous donne 9 points d'avance, avant que les stars ne rentrent. Ici, c'est Doncic qui va feinter une prise d'écran pour aller conclure relativement près du cercle. Et puis derrière, on se fait plaisir avec le alley-oop pour Bam Adebayo, histoire de parachever l'œuvre et de venir ricaner un peu au nez à la barbe de ces Lakers. On a shooté à 40% à 3 points sur un gros volume de shoot. Donc, je suis assez content, c'est un match qui est hyper abouti au niveau de l'adresse. Et puis au niveau du rebond, on a bien rivalisé. Bref, tous les voyants sont au vert. Tout se passe pour le mieux. Et puis on notera que Anthony Davis n'a pas produit davantage que John Isaac. Ce qui quand même pour nous est une pure nouvelle. Ça veut dire qu'il a été plus que contenu. James et Paul ont été maladroits. Et honnêtement, je trouve que cette équipe des Lakers, c'est pas pour faire du mauvais esprit, mais est un peu vieillissante. Là aussi. Et je la sens pas comme étant même la plus dangereuse de cette Ouest à quelques jours d'aborder les playoffs. Je pense pas qu'ils vont représenter une quelconque menace malgré leur excellente deuxième position au classement. Donc on enchaîne une petite rouste contre Chicago, défaite des Spurs face à nous, Clippers, bon, ils sont en reconstruction. Spurs, ils sont borderline playoff, ils vont sûrement aller en play-in seulement. Et c'est dommage pour Kawhi, Lamarcus Aldridge, pour le Dej Murray. Il y a comme ça des joueurs pour lesquels on peut regretter, tout comme d'ailleurs pour les stars d'OKC, où quelque chose devra sûrement se passer pendant l'été, parce que prendre 60 points quand on s'appelle Westbrook, Bradley Beal, Otto Porter, Sabonis, Dario Saric, c'est juste pas possible en fait. Donc quelque chose ne va vraiment pas du côté d'Oklahoma City, qui va évidemment rater les playoffs. Tiens, on perd un match contre les Pistons. Les Pistons de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. C'est une équipe qui est vraiment en phase ascendante. Elle est super intéressante. Bravo à eux. Et puis ils nous infligent comme ça une 8e défaite de l'année. Et puis on terminera par une victoire contre les Spurs. Pour un bilan absolument faramineux de 74 victoires, pas de problème. C'est un petit peu moins bien que la saison d'avant. Et c'est pas très grave en fait. Et puis on va pouvoir comme ça basculer vers les récompenses d'abord individuelles. Luka Doncic est MVP pour la 2e saison consécutive. Ça fait vraiment plaisir en 21-7-7. Je pense que les pourcentages, ainsi même que le ratio de victoire de l'équipe ont beaucoup joué. Ensuite, LaMelo Ball est le rookie de l'année. Al Horford est le 6e homme de très bons Boston Celtics qui sont 2e à l'Est. Antetokounmpo, défenseur de l'année, pas forcément surprenant. Il pourrait y prétendre chaque année quasiment, lui. Ensuite, le MIP, c'est Darius Garland, qui a sorti franchement une pure saison du côté de Chicago. Le coach de l'année, Rick Carlisle, c'est un peu logique. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que Sarah Green, en fait c'est moi, cette espèce de manager que c'est moi Sarah Green en fait. Et elle a encore un titre de manager de l'année. Bon, c'est vraiment pour l'anecdote, on s'en fiche un peu. Ensuite, la première équipe All-NBA, logique, Curry, Doncic, LeBron, Giannis, Jojo. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'était les 5 prétendants au titre de MVP. Ensuite, Jokic, Davis, Tatum, Booker, Irving. Ça c'est la seconde All-NBA team. Et puis pour ce qui est de la 3e team, on notera que D'Angelo a fait une pure saison à Brooklyn. Harden, Butler, Simmons, Towns. Tous ces mecs-là méritent vraiment d'être dans une All-NBA team. Évidemment, il y a quelques oublis, mais qui ont fait une saison dégueu. Donc, voilà, tant pis pour eux. Après, la première All-Defensive team, Bamba, Giannis, Leonard, Michael Bridges et Lonzo Ball. Super mérité, statistiquement. Je suis allé regarder, mais avec l'outil statistique, là, ou l'outil de comparaison, c'est hyper mérité. Derrière, Dunn, KCP, Isaac, Simmons, Adebayo. Ouf, certains de mes joueurs ont quand même été récompensés, ça fait plaisir. Et puis on passe maintenant
sur les rookie teams dans un instant. Voilà. Le premier choix de la draft précédente, Christopher Carter, a fait une super saison. Patrick Williams, Obi Toppin sont un peu en retrait par rapport aux 3 autres. Anthony Edwards a été très bon à Indiana. Il a Melo Ball, rookie de l'année, donc on va pas... il n'y a pas besoin de commenter. Cole Anthony aura fait une belle saison. Haliburton, pas trop mal. Avdia, modeste, mais il n'y avait pas non plus... On se bousculait pas pour les accessites ici. Et Jaden McDaniels et James Wiseman vont clore cette seconde rookie team. Ensuite, il y a le play-in. Il y a le play-in maintenant à jouer. Il n'y était pas en début de partie, mais il a été introduit au fur et à mesure. Donc on va simuler. On voit que Memphis n'élimine pas Denver, mais les force à jouer un deuxième match de barrage. Par contre, San Antonio est éliminé par le Jazz. Ensuite, c'est Utah qui va finalement sortir Denver et se qualifier pour nous affronter. Utah affrontera Dallas. Memphis s'est qualifié pour affronter les Lakers. Puis après, les oppositions, voilà, je ne vais pas forcément toutes les commenter. Il nous manque encore un qualifié pour les playoffs du côté de l'Est, puisque le play-in n'est pas totalement terminé. Il y a déjà eu 2 matchs sur 3. On notera l'élimination de Detroit et bientôt aussi celle de Milwaukee qui va se faire éliminé en play-in par les Knicks. Knicks qu'on attendait quand même un peu plus haut, mais bon, voilà. Atlanta a fait une belle saison. Après, les autres sont globalement à leur place. Et c'est difficile, mine de rien, de pénétrer dans le top 8 de l'Est, parce qu'il y a quelques très très fortes équipes, et puis les playoffs démarrent avec des premiers matchs ici et là. Je vais simcaster le début de l'opposition face au Utah Jazz. Les Mavs l'emportent d'un petit peu moins d'une dizaine de points sur ce match 1, match serré. Dans la foulée, on voit qu'il y a tout de suite le feu à Golden State et aux Lakers qui sont en train de se faire mener 2-0 dans leurs séries respectives. Au moment où nous, on aborde notre deuxième match de la série face au Jazz. Jazz qui avait réalisé un meilleur début de match, mais qui s'incline sur la fin. Encore une fois, c'est hyper serré. Il y a vraiment peu de marge quand même, je pense. Cette équipe de Utah est quand même intéressante autour de Mike Conley ou Rudy Gobert. Et après, Philadelphie caracole en tête de sa série et nous, on se confronte une 3e fois au Jazz pour, cette fois, une victoire un petit peu plus large. On passe aussi à 3-0, comme Philly de l'autre côté. Les autres séries sont plus serrées, à part les Lakers qui sont éliminés, ils sont sweepés. Vous voyez ce que je vous disais il y a quelques minutes. Je sentais cette équipe vieillissante. Bon, je la sentais quand même pas se faire sweeper par les Grizzlies, mais enfin voilà, c'est arrivé et ça, c'est pas si surprenant que ça au final. Donc énorme perf des Grizz. Nous, on perd le match 4. Bon, c'est pas bien grave. On va essayer de conclure au match 5. Les séries se resserrent à des endroits, que ce soit Miami, Indiana, Chicago, Toronto. On notera aussi que Boston s'est fait sortir par Atlanta. Et on s'impose d'un cheveu dans le match 5. Qualification sans trembler. J'ai pas joué de match. Je pensais que c'était pas forcément utile. Il fallait simcaster ce truc-là et puis passer. Il n'y avait pas un suspense non plus absolu face au Jazz avec mes Mavs. Voilà, de l'autre côté, on a Miami qui s'est qualifié un peu dans la douleur quand même contre Indiana. C'est logique, Indiana est une super bonne équipe. Et puis Chicago a rejoint Philadelphie, mais Chicago dans la douleur totale aussi. Minnesota s'est qualifié, puis Sacramento et Memphis vont s'affronter. Minnesota, puisqu'on en parle, j'ai joué le match 1. C'est joli, hein. Tyus Jones, McCollum, Wiggins, Trey Lyles et Kat. Et tous des joueurs au-dessus de 85, je crois, ou je vais peut-être regarder rapidement, mais je crois bien que c'est ça. Ils ont vraiment un bel overall. Il y a même un beau remplaçant, la personne de Ricky Rubio. Il y a Buddy Hield aussi qui sort du banc et qui est vraiment de qualité. Non, ils sont vraiment bien armés et ça peut faire une jolie opposition. Alors ça va commencer surtout de notre côté par une grosse défense.
Je vous le disais un petit peu avant, notre énorme force, c'est la défense externe. Puis après, c'est vrai qu'à l'intérieur, près du cercle, on compte beaucoup sur Isaac ou sur Adebayo pour faire des différences. En l'occurrence, John Isaac a bien refoulé Kat sur la première action. Derrière, Payton qui ouvre. Tatum hérite du ballon et va ressortir comme ça pour un joli 2 points long de Bam Adebayo. C'est la palette offensive élargie du Bam par rapport à ce qu'il savait faire en tout début de carrière, c'est-à-dire quand même pas grand-chose à part des dunks. Ici, lui aussi est en train de frustrer Karl Anthony Towns, mais après quelques balles perdues et un match pas forcément très bien conduit, je me retrouve assez rapidement mené à devoir reprendre l'avantage, et puis finalement, c'est en toute fin de premier quart qu'on va prendre 3 points d'avance sur un joli panier long de Doncic, qui par contre n'a aucune adresse à 3 points dans ce match. Ça se passe assez mal, regardez, pourtant les shoots sont ouverts, et puis ça rentre pas, donc attention, soyons vigilants, il y a peut-être moyen de se faire surprendre d'une manière ou d'une autre. Ici, McCollum, splendide, qui dégaine à 3 points, waouh, on aurait dit Steph Curry tellement c'était beau. Et Tatum essaie d'aller dunker rageusement ou de déposer la balle, mais se fait contrer par Kat. Bref, vous l'avez compris, à la fin du deuxième quart, elle n'est pas à notre avantage avec le panier et la faute de Naz Reid sur Karl Anthony Towns, qui va évidemment planter le lancer. Il a mis aussi quelques lancers. Il a pas mal provoqué de fautes dans ce match. C'est comme McCollum, ils sont allés chercher leurs points sur la ligne à des moments. Et puis aussi, toujours avec les petites actions références de ces deux joueurs-là. Bref, le duo se porte bien et objectivement, on est encore à portée de fusil alors que on aurait pu se dégager un peu mieux. Très grosse action ici en fin de troisième quart de Jason Tatum qui va déposer 2 points avec la faute. Jason Tatum, encore une fois, gros match. Je pense qu'il était pas loin de mériter une First NBA Team, Jason Tatum, mais voilà, le jeu en a décidé autrement. 4 en échec face à Adebayo, c'est un petit peu pour illustrer encore une fois la vraie bonne défense de nos intérieurs face à 4. Évidemment, Boucher ou Reed ont plus de mal face à lui, hein, mais en revanche, Adebayo, Isaac, franchement, lui font beaucoup de mal à Karl Anthony Towns, mais aussi à Trey Lyles. Hein. Ils n'arrivent pas bien à exister, les intérieurs adverses. Puis là, toujours ce début de quatrième quart-temps, où ici Reddish va servir McDaniels pour un magnifique panier à 3 points, véritable bascule pour nous donner plus d'avance. Ici, pareil, écran posé par McDaniels que Derrick Rose retrouve. Hop là! Et les 2 points faciles. Mon banc a continué à faire de très très grosses opérations. Et encore un petit échec pour McCollum. Ici, je prends le joli écran d'Adebayo pour un panier assez improbable. On dirait que Tatum a activé le mode Kobe Bryant, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans hein, que notre Kobe chéri nous a quittés. 5 ans et quelques jours. C'est encore bizarre de penser à cela. Puis voilà, donc on va solidifier et confirmer cette victoire sur la fin par notamment ce shoot de Malik Monk. Donc voilà, on gagne sans trop trembler, mais il y a eu un moment quand même où je trouvais que on était un peu en danger et où les autres avaient quand même pas mal d'adresse. Le problème, c'est que par notre niveau défensif, on est quand même à peu près certain de finir par les désespérer en attaque, quoi. Hein. Ils peuvent pas trop faire. Au rebond, ils ont été bons. Nous, on a mal pris soin du ballon. Il y avait quand même 6 ballons perdus. C'est assez horrible. Et puis un grand Jason Tatum, voilà. Je l'avais dit. Un très bon Derrick Rose, au passage. Et en face, quand même, pas assez de solutions offensives. 2 joueurs et puis un grand désert. Il faut quand même l'admettre.
On le voit donc, cette série, elle est compliquée hein, pour Dallas. Et ben, c'est pas fini, hein, la complication, je vous le garantis. Au moment où déjà Memphis a pris l'avantage contre Sacramento, 2-0, on simcast le match 2 de notre série. Et on s'aperçoit que très rapidement, ça tourne au blowout. Et on va prendre plus de 40 points dans la figure. Incroyable, mais vrai. McCollum et Karl Anthony Towns, entre autres, n'ont jamais été stoppés en simcast par mes Mavs. Bon, ok. Dans la foulée, on va basculer vers le match 3, déjà premier moment charnière, à un partout évidemment. Les Wolves ont réussi leur début de match, mais nous finissons par l'emporter au forceps. Hein. Encore une fois, c'est une victoire qui est très très difficilement acquise, avec 39 points de McCollum, qui a vraiment... On n'a pas l'arme, apparemment, on n'a pas l'arme défensive contre CJ McCollum. Ok, les autres séries évoluent. Miami et Memphis sont quand même en pole position pour passer ce tour. Et puis, regardez, match 4. Cette fois-ci, on reprend presque 30 points dans la figure. Encore une fois, McCollum, Towns, inarrêtable. Et on est à 2 victoires partout. Donc, compliqué. Très, très compliqué, en fait. C'est Minnesota pour nous. Donc, vous voyez, on a beau avoir une équipe qui est quand même assez forte, voire très forte, et on pourrait même la taxer de dominante en saison régulière. On se retrouve vraiment au bord du précipice ici, regardez. Encore une victoire à venir, voilà. C'est 3-2 maintenant dans la série pour Minnesota. Eh bien, on est à un match de sortir. Hein. Et c'était pas forcément prévu, ça. Donc, voilà, là, je me dis qu'il faut vraiment laisser faire les choses après. Hein. Si le jeu a décidé qu'on était trop faible, eh bien, alors, on disparaîtra de ces playoffs et ce sera comme ça. Il faut accepter les choses, je crois. Bon, en l'occurrence, le match 6 nous permet de revenir à 3 victoires partout. Encore une fois, phénomène Karl Anthony Towns, alors que Memphis s'est qualifié, que Philadelphie aussi a passé son tour facilement contre Chicago. Et Miami passe également. Donc, on n'attend plus que le résultat du 7e match entre Dallas et Minnesota. 7e match qui va, regardez, se passer de manière super équilibrée, avec un avantage d'1 point à 8 minutes du terme. Je rentre donc en jeu pour essayer de faire basculer les choses, parce que tout de même, l'histoire est trop triste. C'est trop triste de disparaître de cette façon-là. On va avoir notamment, dès mon entrée en jeu, des moments défensifs assez intenses, où on récupère pas mal de rebonds suite à des stops défensifs. Ensuite, Jason Tatum échoue, mais c'est pas grave. Isaac retente sa chance grâce au rebond offensif de Adebayo pour prendre déjà un premier avantage dans ce match. Doncic en défense a un peu du mal, mais à des moments il a quand même des fulgurances, à l'image de ce contre sur Jones. Voilà, hop là, ce qu'il lui a mis, c'était vraiment un cake de la pire espèce. Il commence à être inspiré par John Isaac. Et puis là, on a un peu de chance sur le friendly roll pour Luka. On parlait de toucher du shooter pour rester pudique. Et puis voilà, quand même, notre défense prend le pas. Je crois que depuis l'entrée en jeu, ils ont mis 2 points. Et nous, on en a mis 10. Et puis regardez, c'est pas fini avec ici ce 3 points de Jason Tatum. Après un nouveau stop défensif, on arrive encore à se créer le chemin vers le cercle. Et c'est sur le talent pur de Luka Doncic qu'on fait cette fois un break définitif, le 2+1. Alors on est passé, mais que ce fut difficile. Honnêtement, je crois que si je n'entre pas en jeu, on disparaît. Voilà. Donc bon, après, voilà, on a un objectif de 3-peat, donc fallait quand même rentrer en jeu. Plus tard, on verra. Hein. Si une équipe nous est vraiment supérieure, l'entrée en jeu, de toute façon, ne changera rien et les simcasts nous feront perdre. Donc, Miami a pris l'avantage dans sa série. Nous jouons également notre premier match et on va le gagner. Regardez ici, c'est un petit peu serré à un moment donné, mais après, en 4e quart-temps, la différence est faite, notamment par un excellent Jason Tatum. Après, Miami prend
un meilleur avantage encore, 2-0. Ils ont pris les 2 matchs à Philadelphie. Nous, on doit jouer notre 2e match. Donc, Simcast à nouveau, avec un joli avantage qui se construit rapidement. On mène 2-0 face aux Memphis Grizzlies. Ensuite, ça se resserre un petit peu à l'est, avec Philly qui prend un match et revient à 1-2, au moment où nous allons jouer aussi notre 3e match. Alors, 3-0 ou 2-1 ? Eh bien, les Grizzlies ont de la ressource. Je vous ai parlé de cette équipe Tant et Plus à travers la saison qui vient de s'écouler, dans la vidéo précédente et dans celle-ci. Et effectivement, ils confirment, ils sont dangereux. Ils reviennent à 2-1, pendant que Miami se fait égaliser à 2-2. Attention, Antetokounmpo va-t-il s'incliner face à Joel Embiid ? Et puis, regardez, match suivant, punaise, on l'arrache à la toute fin. Celui-là, c'était vraiment la bascule. Ça a failli faire 2-2. Heureusement, on tourne à 3-1. Donc, une petite option quand même sur la qualification à ce stade-là. Au moment où Philadelphie enchaîne une 3e victoire d'affilée et a renversé la série, mène 3-2 contre Miami. On simcast le match suivant pour nous. Et c'est une défaite qui va venir sanctionner notamment un très bon match de KCP, 38 points. En même temps, je ne suis pas surpris, hein. Il est énorme. Hein. Il est défensivement irrespirable et il est offensivement, par moment, hyper efficace. Ok, les Sixers ont passé le hit. Et puis nous, on mène 3-2. Donc, il ne faut pas faire de blague hein, à ce moment-là. Il faudrait essayer de prendre ce 6e match pour clore la série. Regardez, c'est pas du tout ce qui va se passer puisque on va se prendre 30 points dans la figure. Et ce, notamment grâce à un superbe équilibre du scoring. Harrison Barnes, entre autres, aura été excellent, mais Dinwiddie en sortie de banc aussi. Ils ont une vraie équipe, ils ont un vrai banc. C'est Grizzlies. Allez, match 7. Est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on rentre pas ? Écoutez, vu la configuration des 2 premiers cartons, ok, j'ai compris. Ça ne servira à rien de rentrer. Nous allons nous qualifier et retrouver nos meilleurs ennemis, les Sixers en finale. Alors c'est vrai qu'on aurait pu prévoir à l'avance cette finale, si j'ose dire. Ouais, sauf que quand même les matchs, il restait à les gagner. Et puis, autant pour Philly que pour nous, ça n'a pas été une route facile, mine de rien. Ajoutons à ça les blessures qui peuvent subvenir à tout moment. Et on a aussi notre lot de surprises, hein, potentiellement. Donc je vais, avant ces finales, revoir un petit peu ma rotation et mettre plus de minutes à mon 4 majeur. Voilà, tout en sachant qu'après, on s'ajuste. L'idée est la suivante. On va sortir très très temporairement Reed et McDaniels de la rotation. Bon, Hibbert et Jennings aussi. Et on va se reconcentrer un petit peu sur les joueurs les plus solides et les plus capables d'impacter cette équipe des Sixers, parce qu'elle est vraiment tellement forte que je peux réduire comme ça mon banc à Payton, Rose, Boucher, Tyros évidemment, et Cam Reddish, le jeune. Donc voilà, on est prêt. On est prêt, il n'y a plus qu'à y aller. Et j'ai simcasté assez massivement. Là encore, voilà, j'ai envie de voir ce que le jeu a décidé, même si on sait que c'est assez aléatoire, hein, mais quand même. Donc que veut le jeu ? Que veut la partie ? La partie veut que les Sixers remportent le premier match. Ok, nickel, 30 points. Il n'y a pas photo. On a pris une tôle. Et Jojo Embiid et Mikal Bridges ont vraiment survolé ce match. Alors ensuite, est-ce qu'on va prendre notre revanche au 2e match ? Donc c'est un petit peu plus serré cette fois. Mais oui, imperceptiblement, on se détache. Et on remporte cette 2e rencontre avec 30 points de Tatum. Ensuite, le match 3. Là encore, simcaston. On va regarder très vite la tendance. On mène. On est plutôt devant. Mais ils ont fait un très beau 3e quart. Et ils nous mettent à l'amende. Donc, victoire des Sixers. Encore 36 points de Joel Embiid. Décidément, on n'arrive pas à l'arrêter. C'est marrant parce que quand on joue les matchs, Embiid, on arrive avec Isaac ou Adebayo, on arrive à vraiment lui faire du mal et à
amoindrir son rendement. Mais quand on simcast, franchement, ça n'a pas du tout la même issue. Alors on va ensuite égaliser à 2 victoires partout grâce à un match assez maîtrisé, avec un trio autour de 20 points. De notre côté, il y a 2 partout, et c'est là en fait que le coup dur va intervenir. J'ai nommé une blessure, vous vous en doutez. Blessure, pas pour un des nôtres, plutôt pour un des leurs. Et voilà, ça va totalement changer la face de cette finale et faire tout basculer. Ce sera une fracture de la jambe pour le sémillant Ben Simmons, toujours capable de dinguerie et beaucoup de complémentarité avec certains des joueurs de cet effectif des Sixers, qui est vraiment une équipe qui tourne très très bien. Mais après, quand on enlève Ben Simmons, ça augure sûrement d'un match 6 plus simple pour les Mavs. Donc voilà, il fallait bien qu'à un moment donné, quelqu'un craque. Alors ça aurait pu être Isaac de notre côté, mais là ça a été Simmons par la blessure. On va rentrer en jeu juste histoire d'avoir les images du trophée. On est à plus 13, il reste un petit peu moins de 4 minutes, il n'y a pas grand suspense. Le match 6 sera le match du titre pour ces Dallas Mavericks, et Boucher se permet même une petite sucrerie. Oui, parce qu'en fait quand on rentre en simcast, on a souvent des mecs qui sont exclus pour 6 fautes. Là j'en ai 2, c'est Tatum et Adebayo, donc ils remettront pas les pieds sur le parquet, ils sont solidement au chaud sur le banc, et ils regardent leurs camarades en terminer avec ce match 6. Boucher fait du bon boulot sur Joel Embiid, mais qui doit être fatigué, Embiid, très vraisemblablement. Et après, on va accueillir un petit panier par-ci. Mais j'ai surtout essayé d'aller au bout de l'horloge et de réduire le nombre de possessions et les empêcher de marquer trop de paniers. Et puis ça a suffi pour conserver le bénéfice de cette avance. Et donc, 3e titre d'affilée pour les Dallas Mavericks dans cette partie. Alors, c'est le titre de la maturité, je dirais. Les joueurs ont progressé, le roster n'a quasiment pas évolué depuis 2-3 ans. On est resté donc en fait avec la même équipe assez longtemps. Et du côté des Sixers, c'est dommage parce qu'eux aussi, il y avait une carte de la continuité qui avait été jouée, mais ils sont trahis par la blessure de Simmons, alors que Jojo Embiid était dans la forme de sa vie. Si ça vous rappelle quelque chose, moi aussi. Et puis voilà comment. Donc vous voyez Adebayo et Tatum qui surgissent du banc au moment où la fin du temps réglementaire est sifflée. Et puis voilà, le titre dans les mains de Naz Reid, le jeune Naz Reid, qui va quand même l'offrir. Voilà, allez, vas-y à Luka, parce que c'est quand même Luka qui doit le porter. Ou alors Tatum, mais bon, voilà, comme il avait été exclu. Et voilà, donc on va pas s'étendre davantage. On sentait que ce titre était tout à fait obtenable, mais en l'occurrence, il fallait quand même encore aller essayer de le chercher, être bien sérieux. Le MVP des finales, c'est encore Luka Doncic. Et puis, il commence à être habitué, il a un paquet de trophées à la maison. Et puis surtout, maintenant, il faut essayer de réfléchir sur la façon dont on va rebondir pour gérer l'intersaison 2021. Est-ce qu'on s'inscrit dans la continuité ou est-ce qu'on cherche à changer les choses en essayant de du coup donner du 109 à notre équipe et de la repenser? Voilà quel a été mon questionnement. Parce que je pense être arrivé au bout de quelque chose avec ces 3 titres, avec des joueurs en plus de 22-23 ans comme joueurs majeurs. Donc l'ossature, elle peut encore aller en chercher 7 ou peut-être même 10. C'est assez horrible pour l'adversité. Et puis surtout, ça peut être un peu pénible pour l'intérêt de la partie. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est la suite qui est donnée à tout cela. Et regardez, il y a déjà un élément pour la suite. C'est celui-là. Jason Tatum est très heureux, certes, mais il souhaiterait probablement partir des Mavs et aller peut-être chercher un titre de MVP ailleurs. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, c'est pour le moins. Et puis regardez, on a également un tout petit mal-être également du côté de John Isaac.
John Isaac, qui adore ce qu'il a vécu ici, mais qui aimerait également aller exercer son ultra force défensive peut-être sous d'autres cieux. Ok. Il a déjà parlé à la presse, donc on commence à avoir déjà une forme de pression. Il va falloir se bouger les fesses. Et puis ensuite, pour ne rien arranger, on a également notre troisième homme fort de la raquette, c'est Adebayo. Adebayo qui, pour les mêmes motifs que Isaac, souhaite partir. Alors moi, ce que je me demande à ce moment-là, c'est en fait tout ce petit monde-là n'est pas peut-être saoulé par Luka Doncic. Je ne sais pas du tout, mais c'est peut-être une chose qu'on peut envisager. Et beaucoup de choses dans ma tête, pas évident de réfléchir à tout ça et de trouver une manière de relancer la partie, aussi d'en relancer l'intérêt pour ce qui est de rebondir, partir en reconstruction partielle, que faire à vrai dire. Quelques éléments déjà, il y a quelques départs en retraite, on va juste s'opposer à celui de Melo, on va vouloir voir sur les parquets encore une année, et puis après il y a quelques vétérans qui ont bien mérité de tirer leur révérence. Donc vous voyez, c'est pas évident, je me pose plein de questions, et j'ai à ce moment-là la draft qui va arriver bientôt, donc il faut déjà gérer le quotidien et peut-être se projeter sur l'avenir quoi qu'il advienne. Donc pour cela, voilà, par exemple du côté des coachs, j'avais déjà demandé à certains de rester, je peux pas leur demander de rester une année de plus, par contre j'en ai conservé, c'est comme les joueurs, j'en conserve très peu. Dwight Howard et Chris Bosh au Hall of Fame, on ne peut plus logique pour ces deux hommes forts du passé désormais. Et puis, on arrive tout près de la loterie, juste après quelques changements de règles. Le staff, je vous le montre pas trop, parce que souvent, je renouvelle manuellement, et comme ça, les choses sont faites, parce que je trouve que c'est pas très, très intéressant. Alors, la loterie. La loterie, ça peut être un élément déterminant pour appréhender la suite. On n'est pas très concernés, nous, pour les meilleurs picks de cette draft 2021. Il y a quelques équipes qui ont tanké assez sévèrement et qui méritent de postuler à un avenir un peu plus radieux. Et regardez, c'est les Bucks, incroyable mais vrai. Les Bucks, ils viennent de très très loin. Ils viennent du probablement 10e position, je crois, prévisionnelle. Ils vont chercher le pick 1, donc c'est assez exceptionnel pour eux. Le Magic, deuxième, ça fait pas mal d'années qu'ils ont des super picks. Et puis finalement, l'équipe, elle prend pas. New Orleans, peut-être qu'ils vont enfin sortir la tête de l'eau. Et puis, petite bouée d'oxygène également pour le Thunder, qui, en numéro 4, va pouvoir ainsi choisir quelqu'un de très intéressant pour peut-être enfin avoir les résultats auxquels cette équipe, avec quand même, je rappelle, Westbrook et Bradley Beal à l'heure actuelle, mais pas que, doit aspirer. Donc... dans cette config-là, peut-être que l'arrivée d'un jeune très très fort peut les aider. On va voir ça dans quelques minutes. Et puis c'est ainsi que j'ai été voir la draft. Mais auparavant, petit point sur les choix de premier tour des Mavs en cet été 2021. Il y a le 22e et le 30e choix. Donc ça, c'est un peu loin par rapport aux deux joueurs que je vise. Ouais, parce que je vise des joueurs. Après, on a des pics en 2023, on en a pas mal. En 2022, on est très pauvre. Mais là, j'aimerais bien déjà penser à l'avenir, en fait, en cet été 2021. Et à cet effet, on peut consulter déjà aussi les dernières transactions. On voit que DeMarcus Cousins, a été échangé. Il est aux Knicks maintenant. Porzingis aux Celtics. C'est dans un trade à 3 qui envoie également Carmelo Anthony du côté des Bulls pour aller y faire sûrement ça ou ces dernières saisons. Et moi aussi, je pense qu'il faut que je bouge. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Étant donné que Naz Reid et Jaden McDaniels sont des pièces centrales de mon histoire avec les Wizards que je vous propose en parallèle en ère moderne, je me suis décidé à les échanger pour monter à la draft.
C'est ainsi que Jaden McDaniels et Naz Reid, jeunes alors, hein, mais quand même assez intéressants et prometteurs, eh bien, vont aller du côté des Sixers, mes éternels meilleurs ennemis, entre guillemets, pour aller s'y développer et peut-être, qui sait, un jour jouer un vrai rôle. Et en échange, on récupère le 10e et le 12e choix. Puis aussi dans la balance, je mets Chris Boucher du côté de Miami, qui récupère aussi un pic. Bref, ils sont pas malheureux. Gagnant, gagnant, gagnant. Je fais de la place sur mon banc, en fait, pour pouvoir accueillir 2 rookies. Et puis après, on verra qui est-ce qu'on va chercher comme joueur supplémentaire. Et voilà. Donc, on a maintenant quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On a le 10e et le 12e choix pour cette draft 2021. Et si j'ai été chercher ces choix-là, c'est parce que je pense pouvoir y obtenir 2 joueurs sur lesquels je fonde pas mal d'espoir en vue d'une éventuelle reconstruction, dans l'hypothèse où on devrait laisser partir les joueurs mécontents, tout simplement, ceux qui, les 3, Tatum, Adebayo et Isaac. Et c'est donc ainsi que démarre la draft 2021 avec donc le premier choix pour les Bucks, et ce sera Cade Cunningham. Donc très bon choix, ils avaient besoin de quelqu'un de très très fort à ce poste-là. Scotty Barnes ira avec Ayton au Magic, Jalen Green aux Pels, Evan Mobley, magnifique, au Thunder. Donc ça c'est assez copieux parce que ça peut créer des situations après de pick and roll assez fabuleuses, mais pas que. Mobley il pourrait quasiment jouer pivot, hein, c'est quand même même s'il est un peu fin. Mais aller associer ça à Westbrook, ça peut être enfin peut-être la délivrance pour le désormais vieillissant Russ West. Ensuite, Franz Wagner du côté des Wizards, Josh Giddey aux Clippers qui de toute façon ont besoin de beaucoup de joueurs à tous les postes, Duarte aux Hornets, Jalen Suggs aux Trail Blazers et Jalen Johnson aux Nets, voilà, qui fait plutôt déjà un bon top 9. Et derrière, évidemment, moi, j'avais un joueur à choisir, donc fin du suspense. Mon choix s'est naturellement porté vers Alperen Şengün, donc le Turc, le jeune pivot turc de 18 ans à ce moment-là, qui m'intéresse énormément, 18 ou 19 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui pourrait peut-être 2-3 ans plus tard s'avérer être le futur de notre franchise. De la même manière, et après que les Pistons ont pris Trey Murphy en 11e position, le 12e choix va me permettre aussi d'aller chercher un joueur sur lequel je compte vraiment pour l'avenir également, c'est Jonathan Kuminga. Donc assez intéressant de voir Kuminga ici. Je pense que avec Şengün, ils peuvent constituer la base du futur pour notre équipe. Allez, donc c'était les 2 choix pour les Mavs dans cette draft-là. Ensuite, en 13e position, vous aurez Quentin Grimes, 14e Robinson Earl, ensuite Bones Island quand même du côté des Sixers, Brandon Boston, Keon Johnson, Dosunmu, Zaire Williams, Kai Jones, Isaiah Jackson, etc., etc. Pour les uns et pour les autres. Il y a beaucoup de noms qu'on connaît, qu'on voit s'illustrer de nos jours. Hein. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le jeune Moses Moody, qui se retrouve là aussi aux Warriors. Mais pas que, il y a plein de joueurs qui sont vraiment super sympas. Il y a quelques petits styles de début de 2e tour. Mais là-dessus, on va peut-être pas s'étendre tant que ça. On va plutôt aller sur la signature des rookies et sur l'enchaînement de l'été. Signature de rookies, donc évidemment que Şengün et Kuminga vont être prolongés. Ce qui est amusant, c'est que le potentiel ne sort pas à la hauteur de ce que le potentiel est réellement juste quand vous venez de drafter le type. En fait, Şengün, il a un bien meilleur potentiel que ça, mais il apparaît comme relativement bof. Et Kuminga, de la même manière, lui, il a un potentiel absolu, quoi. Hein, et qui peut-être n'est pas ce qu'on peut imaginer non plus. Donc se méfier des premières impressions, mais par contre, commencer à les développer, à les intégrer dans l'équipe, et à en faire de futurs titulaires NBA dans quelques années. Donc ensuite,
pour les options équipe joueur, je vais activer Brandon Jennings parce que tout au bout du banc, il fait son taf. J'aime bien sa présence. J'aimais bien le joueur, je l'avoue, à l'époque. Donc voilà, ça aide. Et puis, il fait un tout petit peu de mentorat, là. Ensuite, on passe aux qualifying offers, sur lesquels on n'a pas grand-chose à exercer à part une option sur Reddish, que j'aimerais pouvoir prolonger, mais comme il avait un contrat, je dirais, de 2 années de rookie, forcément, on n'a pas des full bird rights. Du coup, c'est pas évident d'arriver. Des fois, il y a ces bugs du jeu qui font que vous avez plutôt intérêt à accepter, à vous aligner par contre sur une offre qu'il a acceptée ailleurs pour pouvoir lui signer le beau contrat que vous voulez lui signer. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Quelques temps plus tard, on renouvelle évidemment Roy Hibbert. Pas de problème avec lui. Ce bon vieux Roy. Et puis, on arrive à la Free Agency sur laquelle pas grand-chose d'exceptionnel ne s'est produit. Et si ce n'est que on peut se poser la question de ce qu'on va faire à ce moment-là. Vous le voyez, j'ai retardé le choix le plus tard possible parce que j'arrive pas à le faire, tout simplement. Alors, première option, on fait bouger Luka Doncic dans ce qui peut être une espèce de blockbuster trade, peut-être de l'histoire de la NBA, enfin bref, à part la réalité bien sûr, si vous voyez ce que je veux dire, où Luka irait aux Lakers avec John Isaac, Malik Monk prendrait le chemin de Miami en compagnie d'Anthony Davis et Jrue Holiday, provenance des Lakers, ceux-là, et on aurait Giannis qui viendrait à Dallas, voilà, en compagnie de Jerick et de Josh Hart. 2 profils tout à fait compatibles avec un effectif comme celui-là, puisqu'il n'y a quasiment pas besoin de meneur quand tu as Tatum et Giannis dans la même équipe. J'entends par là que le playmaking, il va être assuré. Puis de toute façon, il y a encore Payton et Rose dans un cas comme celui-là. Bon, donc ça, c'est la première option, c'est on se développe nos jeunes, mais surtout, on continue à gagner avec l'ossature actuelle et simplement une espèce d'extraterrestre Giannis qui vient à la place de Doncic. Voilà. Ça, donc c'est complètement pas raisonnable, mais en même temps, qu'est-ce qu'il est réellement? Et en même temps, pourquoi pas? Première option, je vous ferai choisir à la fin. Ensuite, le deuxième cas de figure est très simple. C'est, tu prends Tatum, Isaac et Adebayo et tu les bouges puisqu'ils sont pas contents. Je n'ai trouvé qu'une seule manière de pallier au départ de Tatum. Très simple, c'est faire venir Brandon Ingram et prendre, alors là j'en ai mis 4, mais il faut négocier. Il faut négocier pour récupérer des pics, parce que quand même, Tatum contre Ingram, ça mérite de récupérer des pics de draft au minimum, mais les Pelicans peuvent payer, donc pas de problème. On a cette option-là, en tout cas, de faire venir Brandon Ingram, qui soit un peu comme le lieutenant de Luka Doncic, et on garde le Slovène dans ce cas précis. Autour de cela, on pourrait aussi réfléchir à... Alors moi, quand se pose la question de faire partir Adebayo et Isaac, pas de problème, je mise sur Şengün et Kuminga, mais bon, il faut les entourer au début, pendant les premières années. Et donc, il faut un vétéran. Il faut quelqu'un qui va en plus faire une sorte d'équilibre salarial avec les salaires assez élevés d'Adebayo, Isaac, qu'on connaît. Et donc, première option, j'ai pensé à trader pour obtenir D.D. Jordan. Il a 33 ans, le 87 que vous voyez d'overall va certainement baisser, mais pas énorme non plus, il va être à 83, 84 sûrement après l'été. Ça reste tout à fait raisonnable et ça peut nous faire un drôle de mentor pour Şengün. Ensuite, autre possibilité, faire venir Brook Lopez. Ça, c'est un trade triangulaire qui, évidemment, il faut encore ajuster les pics de draft, etc., mais fonctionne totalement. Celui-là, leur deal accepte Adebayo qui va aux Bucks, qui se renforce. Les Bulls se renforcent aussi, et finalement, nous, on prend l'ancien Brook Lopez, qui pourra là aussi mentorer de la meilleure des manières Alperen Şengün. Autre
Donc ça, c'est aussi une option retenue. Il y a Dédé Jordan, il y a Brook Lopez. Je vais vous montrer une troisième possibilité que j'ai trouvée. Alors, c'est du côté de Toronto qu'on peut aussi, là aussi, moyennant quelques tours de draft, machin, il faut équilibrer l'affaire, mais leur donner Adebayo et prendre Marc Gasol. Donc ce trade, il est à affiner, hein, il n'est pas à prendre en l'état, mais par contre, Marc Gasol, son âge m'inquiète un petit peu, mais serait un excellent mentor pour Sengun. Et puis en plus, il serait efficace tout de suite. On pourrait limite viser un titre avec Marc Gasol dans l'équipe. Lui aussi, il va faire comme Dédé Jordan. Il va régresser un petit peu à l'été, mais rien de bien horrible. Après, il y a aussi un trade que j'ai là aussi pas du tout équilibré. Il est encore à travailler parce qu'il y a des équilibres salariaux qui sont pas bons, mais la base, c'est celui-là, c'est celle-là. Adebayo, Isaac qui vont à San Antonio. Et en échange, on récupère Tristan Thompson et Lamarcus Aldridge. Et ben moi je dis que ça c'est pas mal parce que ça permet de mentorer nos deux petits jeunes. Avec Thompson et Aldridge, je pense que là aussi ça peut résoudre le problème de manière assez simple. Donc ça c'est une option possible. Renforcer San Antonio en quelque sorte, mais sur le moyen terme déjà on sera peut-être même gagnant. Et puis sinon, donc là on a vu qu'Isaac était incorporé dans cette proposition-là. Il y a aussi une autre proposition, mais sèche, celle-là, c'est si on fait donc affaire pour Adebayo séparément de Isaac, c'est d'aller récupérer soit Paul Millsap, soit Carmelo Anthony. Alors là, j'ai donné un exemple de trade triangulaire. Ce sont les deux seuls postes 4 du bon âge et du bon salaire qu'on peut avoir dans la ligue à ce moment-là. C'est Paul Millsap, qui lui va être plus un vrai intérieur que ne l'est Carmelo Anthony, qui lui est quand même un faux 4. C'est quand même un ailier à la base. Mais bon, tous les styles peuvent s'utiliser, il n'y a pas de problème. On peut sans problème s'adapter. Et suivant qu'on fait le choix de Millsap ou d'Anthony, évidemment, on n'a pas le même axe de développement pour les insignes pour Kuminga, mais c'est pas grave du tout parce que Kuminga doit pouvoir essayer de tout faire à terme. Donc, pour récapituler, il y a un choix qui va devoir être fait. Je peux pas passer l'été sans faire de choix. On continue pas comme ça, c'est exclu. Et là, vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires, ce serait vraiment sympa. Je vais laisser la partie en stand-by tant que j'aurai pas eu des réponses de votre part. Donc voilà, je la bloque. Je m'occupe d'autre chose, mais je ne fais pas avancer ma partie. Choix à faire entre envoyer Luka pour que Tatum, Adebayo, Isaac ait meilleure morale, parce qu'au final, c'est entre Luka et ces trois-là que ça ne semble pas convenir. Ils en ont marre de l'ombre qu'il leur fait. Donc envoyer Luka à Los Angeles, envoyer Eddie à Miami, envoyer Giannis à Dallas, et continuer à développer aussi nos jeunes et garder une ossature assez proche de celle qu'on a là, mais quand même un peu différente, puisque ça mettrait en jeu, on l'a vu précédemment, quelques joueurs. Et l'autre choix, évidemment, c'est on échange Tatum avec Ingram, et on prend deux vétérans à l'intérieur, mais deux vétérans de vraie bonne qualité, qui vont nous aider à développer nos petits jeunes. Voilà. Aidez-moi, je vous en prie, bye bye.